Être pervers, c'est jouir de la souffrance d'autrui. Et donc, le pervers aime faire du mal. Être narcissique, c'est évidemment être égoïste, égocentrique et ne penser qu'à soi. Et cela nous rappelle le mythe de Narcisse. Dans la mythologie grecque, Narcisse était un homme d'une très grande beauté, ou au moins avait un charme extraordinaire. Il avait de nombreux prétendants qui étaient fous amoureux de lui. Il y en avait une en particulier, la nymphe Écho. Elle avait été condamnée à ne plus pouvoir parler, et comme son nom l'indique, elle ne pouvait que répéter les mots que les autres prononçaient. Il était très imbule de sa personne. Un jour, il a eu très soif, et il s'abreuva à une source. Et là, il aperçut son reflet dans l'eau, et il en tomba éperdument amoureux. Il resta, mais de longues journées à se contempler dans l'eau, et à désespérer de ne jamais pouvoir attraper ce reflet, cette image. La punition divine fut très sévère. Narcisse se noya dans les eaux, mais on dit que même après sa mort, il cherchait toujours à se voir dans l'eau. C'était l'image d'un autre tout en étant lui-même. C'est assez complexe, la perversion narcissique. Il s'agit en fait d'une personne qui n'a pas évolué depuis l'enfance. Vers l'âge de 4 ou 5 ans, les enfants découvrent vraiment qui ils sont en se regardant dans un miroir. Ils apprennent à percevoir que la personne qu'ils voient dans le miroir est eux-mêmes, avec leurs qualités et leurs défauts. Chez les narcissiques, la perception pose problème, c'est-à-dire que la personne ne voit pas ses défauts. Il n'y en a que pour elle, elle n'est amoureuse que d'elle-même. Je précise que je vais souvent utiliser le masculin lorsque je vais m'exprimer. Il y a des pervers narcissiques, hommes comme femmes. Donc comprenez le masculin au sens générique du terme. Ce que je souhaite faire, c'est vous raconter mon histoire et ensuite vous donner les moyens, d'une part, de quitter un pervers narcissique et d'autre part, de vous reconstruire derrière. Je sais maintenant reconnaître un pervers narcissique, je sais faire confiance à mon instinct, à mon intuition, je sais comment leur répondre et je sais que plus jamais je ne laisserai passer quelqu'un d'autre avant moi de cette manière-là. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un me transformer en esclave. Plus jamais je ne laisserai quelqu'un essayer de me détruire. Un pervers narcissique aime et jouit de la souffrance de l'autre, il aime détruire. C'est donc quelqu'un qui n'a pas grandi. Il a un âge mental concernant sa propre image de 4 ou 5 ans. Il a le comportement d'un adolescent. Il est très centré sur lui-même. Il peut bien sûr, en étant adulte, avoir des paroles qui sonnent adultes, mais dans le fond, un pervers narcissique n'est rien. C'est une maladie psychiatrique, une psychose, et c'est incurable. Et la raison pour laquelle cette maladie est incurable semble évidente, c'est que pour vouloir se soigner, il faut être conscient qu'on a un problème. Si on pense être parfait, on ne reconnaît pas le problème psychologique. Je vous donnerai des exemples de ce qu'est un pervers narcissique, de la manière dont il nous parle, parce que c'est une des choses vraiment compliquées. Il n'y a pas de raisonnement logique, en fait. On est souvent surpris par le pervers narcissique et on ne sait pas comment réagir. Il m'a fallu longtemps avant de pouvoir essayer d'imiter les propos d'un pervers narcissique, parce que ça me semblait tellement absurde, déraisonnable, méchant, ignoble, pervers donc, que je n'y arrivais pas, je n'arrivais même pas à retenir en fait les choses qu'on me disait. Aux États-Unis, j'ai rencontré une personne très gentille, charmant. Il était beau, il était attentionné, il me faisait des petits cadeaux. Je sentais bien qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre chez lui. Il était souvent assez flou dans ce qu'il disait.
il cachait certaines choses. En fait, j'habitais à côté de l'endroit où il travaillait. Et donc, j'allais dans ce petit magasin. Et cette personne n'arrêtait pas à la caisse de me dire appelle-moi, appelle-moi. Il m'avait laissé son numéro. Tu ne m'as pas appelé. Appelle-moi. Et puis un soir, j'étais vraiment mal. Je l'ai appelé. Très rapidement, il m'a dit écoute, tu paies un loyer. J'ai un appartement, je paie un loyer. Viens habiter chez moi. Et comme ça, on paiera beaucoup moins. Et j'étais réticente tout de même. Mais c'est comme la publicité, vous savez, la publicité faussement gentille qui vous fait miroiter des choses. Et puis finalement, j'ai cédé et je suis allée habiter chez lui. J'ai commencé à remarquer quelques petits changements. Il fallait que je le prévienne quand je sortais du travail. Il ne fallait pas trop que je discute avec qui que ce soit. Il m'appelait de plus en plus souvent. Il faisait des petites remarques sur des choses diverses. Lorsque je suis tombée enceinte, là, il a changé totalement. Je ne le reconnaissais plus en fait. C'était quelqu'un qui était assez sexué, on va dire. Et au bout de quelques mois, j'avais vraiment un très gros ventre, j'étais pas en forme. Il insistait tellement qu'il se servait, on va dire. Et c'était vraiment difficile pour moi parce que je ne voulais pas. Et il se mettait dans des colères folles afin d'obtenir ce qu'il souhaitait. Le pire a été à la naissance de mon fils. Il a choisi l'hôpital, il m'a dit que les enfants dans son pays ne pleuraient jamais. Et que donc notre fils ne devait pas pleurer. Durant la nuit, je devais porter mon fils et faire des allers-retours dans la cuisine. Et pendant ce temps-là, mon mari était allongé dans son lit et me regardait, en dormant à moitié, mais me regardait. Et si jamais mon fils pleurait, je me faisais engueuler. Il fallait qu'il y ait 30 degrés. Et je me souviens lui avoir dit, un bébé, ça se déshydrate très vite. Rien eu à faire. Il ne fallait pas qu'il prenne froid. Il était extrêmement protecteur, mais pas de la bonne façon. Il ne s'occupait jamais de lui, mais il donnait des ordres. Quand mon mari allait travailler, j'essayais de laver mon fils aussi. Je dis j'essayais car je n'avais pas le droit de le laver. Il y avait bien une petite baignoire, mais il ne souhaitait pas que je lave notre fils. Et donc, je le lavais quand il était au travail. Et ce que je faisais ensuite, c'est que je passais une serviette dans la baignoire et je la remettais exactement au même emplacement pour qu'il ne s'aperçoive pas du fait que je l'avais lavé. Mon fils est né après les événements du 11 septembre 2001, 2 mois après. Ça a été difficile pour mon mari pour plein de raisons et finalement on a décidé d'aller en France. Il a semé la zizanie. Je n'avais pas le droit d'avoir d'amis, de discuter avec qui que ce soit, et vis-à-vis de mes parents, il causait de grosses difficultés. J'avais le droit d'aller voir mes parents, mais c'était 1 heure ou 2 heures par jour au maximum. Et donc, au bout d'1 an à vivre en France, il m'a dit un jour, écoute, on va aller dans mon pays, j'ai trouvé du travail, j'ai très bien gagné ma vie, tu vas voir, tu aimeras, et on sera très bien. Mon mari n'avait pas de travail, il avait menti. Il passait ses journées à m'observer travailler et à observer son fils et la nounou et à critiquer à longueur de journée, à s'énerver. J'ai vécu dans des conditions carcérales, comme l'a dit mon avocat. Je ne pouvais sortir qu'avec mon mari ou accompagné des cousines de mon fils qui avait 20 et quelques années, et uniquement lorsque mon mari le souhaitait. Tout l'argent que je gagnais était par Western Union. Mon mari allait avec moi et il mettait l'argent dans sa poche. Donc je n'avais rien. Mon fils a subi quelques violences physiques et beaucoup de violences psychologiques. Pendant que je travaillais un jour, j'entends un hurlement de mon fils et là je saute de mon lit. Je travaillais souvent dans mon lit, sur mon ordinateur. Je saute du lit et je vais voir ce qui se passe et je vois mon mari, le visage décomposé de quelqu'un de très très agressif comme il était devenu. Et j'ouvre la porte de la chambre de mon fils qui était fermée et je vois mon fils en pleurs sur les genoux de la nounou. Et je prends mon fils et je lui dis qu'est-ce qui t'arrive, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe. Il me dit papa m'a refermé la porte sur le pied parce que j'ai donné un chocolat à la nounou.
Donc son père était venu non seulement l'engueuler, mais il l'a carrément agressé en lui écrasant le pied sous la porte parce qu'il avait daigné donner un chocolat à quelqu'un d'une caste, on va dire, inférieure à la sienne. Il y a eu d'autres types de violences envers mon fils, toujours par rapport à la température et des rituels énormes qui se sont installés. C'est assez difficile de parler de tout ça, mais je le fais parce que je suis sûre que vous êtes nombreux à connaître ce genre de choses d'une manière ou d'une autre. Il fallait toujours que mon fils ait chaud, c'était un pays chaud, mais il devait dormir avec 2 couvertures en laine, jusqu'à ce que l'été soit véritablement là et qu'il fasse 40 degrés en gros, voilà. Et donc j'avais réussi à dire à mon fils, écoute, la seule façon c'est, une fois que ton père est passé, pour vérifier que tu étais 2 couvertures, tu les enlèves, enfin tu enlèves au moins celle du dessous, tu la mets à tes pieds. Tu fais bien attention s'il revient à remettre la couverture, parce qu'autrement mon fils se faisait littéralement engueuler. Et une autre chose qui est absolument affreuse, c'est que lui avait le droit de sortir accompagné de sa nounou, même s'il faisait 25 degrés dehors. Il devait porter un col roulé et un manteau, vous imaginez? Donc il devait passer à l'inspection du col roulé, puis en moins d'1 minute, aller aux toilettes, se laver les mains, se laver le visage, s'essuyer le visage, boire une gorgée d'eau devant mon mari et repasser à l'inspection après avoir mis son manteau. Et si ça ne convenait pas à mon mari, mon fils devait recommencer le rituel après une engueulade terrible. Je ne savais plus qui j'étais. Je me suis perdue. J'étais devenue ce qu'il voulait que je sois. Il avait d'autres rituels pervers. Si quelqu'un déplaçait n'importe quel objet, il nous faisait mettre en rang d'oignon, c'est-à-dire mon fils, la nounou si elle était là et moi. Il se tenait à notre droite, il montrait l'objet déplacé, en l'occurrence par exemple une salière, et il disait « Qui a déplacé cet objet ?» Et ma voix est bien trop gentille par rapport à ce qu'il disait, mais je n'arrive pas à l'imiter. Et la personne qui avait déplacé l'objet devait se dénoncer et ensuite se ramasser une engueulade terrible. J'ai été violée également. Il m'a violée. Il a été difficile de partir. Pour plusieurs raisons. Lorsqu'on est manipulé, on n'a plus de volonté personnelle, puisqu'on agit uniquement en fonction de l'autre parce qu'on a peur. On a peur que l'autre se mette en colère, fasse du mal à notre enfant, etc., etc. L'autre raison, c'est que dans ce pays où je me trouvais, pour partir, il fallait l'accord de mon mari. J'ai vraiment voulu qu'on parte après que mon fils soit violenté physiquement. J'en pouvais plus, j'étais à bout, j'étais de plus en plus malade. Je me sentais tellement mal et mon fils, mon pauvre fils, était dans un état, c'était horrible. Il n'avait aucun ami à l'école. Et mon mari estimait qu'il pouvait très bien s'absenter 1 mois, 15 jours. Et donc, au bout d'un moment, on a été forcément convoqués par le proviseur et l'institutrice. Et là, c'était très difficile d'expliquer les choses car mon mari était présent. Pour quitter son pays, il a fallu son accord. Il a donc fallu inventer quelque chose. Un jour, il est parti boire une tasse de thé en bas de l'immeuble. Je précise que l'immeuble appartenait à la famille et l'immeuble d'en face également. Et donc j'étais épiée par tout le monde. Il m'était impossible de sortir sans être vue par un membre de la famille. Et là, j'ai réussi à joindre mes parents sur Skype et à leur dire très rapidement la situation. Ils m'ont dit, écoute, voilà ce qu'on va faire, tu vas l'inviter et dire que ton frère fait une fête pour son mariage. Et comme il ne nous aime pas et qu'il n'aime ni la France, qu'il n'aime rien du tout de ton côté, il ne voudra certainement pas venir. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et lorsqu'on est parti, je n'ai rien pris. C'est-à-dire que j'avais des bijoux qui appartenaient à ma grand-mère, par exemple. J'ai tout laissé. Mes documents officiels, mes vêtements, enfin, des souvenirs de valeur sentimentale ou autre. J'ai tout laissé. Parce que si j'avais pris la moindre chose, il se serait douté de quelque chose et on n'aurait pas pu partir. Il
faisait 30 et quelques degrés quand on est parti. Quand on est arrivé en France, c'était en décembre 2009, il faisait moins 15. Il y avait du verglas et de la neige. Oh là, il faisait froid, mais on était libre. Sauf que, est-ce qu'on s'en rendait vraiment compte? Quand on vous retire votre liberté, votre libre arbitre, quand on vous pompe, qu'on vous mine, qu'on vous vampirise, on finit par ne plus savoir qui on est. Et c'est ce qui m'est arrivé. C'était pas si clair que ça quand je suis rentrée. Je voulais bien sûr ne plus retourner là-bas, mais en même temps, je ne savais pas en fait ce que mon fils voulait vraiment. Bien sûr que j'étais consciente du fait que mon fils avait été maltraité, mais en même temps, je me disais, mon fils sans son père, est-ce que c'est bien? J'espérais toujours en fait que mon mari puisse redevenir la personne qu'il était au début. C'est pas le côté charmeur, son vrai jour. Tout ça, c'est du pipeau, c'est l'apparence. Ce qu'il est vraiment, c'est ce que vous voyez par la suite. On avait une quinzaine de jours en fait. Et on devait appeler mon mari au téléphone toutes les heures ou laisser sonner le téléphone. C'était normal pour nous, entre guillemets, parce que mon mari voulait savoir ce qu'on faisait tout le temps. Tous les soirs, quand je couchais mon fils, il me disait « Maman, on a combien de pourcentage de chances de rester en France ?» 80, 90, il pleurait. Il avait juste 8 ans, juste 8 ans. Et tous les soirs, il me disait ça. Et au bout de 5 ou 6 jours, je me suis dit, il ne veut pas rentrer. Et là, j'ai parlé avec lui et je lui ai dit, mais tu sais, si on reste ici, tu ne verras pas papa souvent, tu ne le verras peut-être plus. Et il m'a dit, je ne veux pas le revoir, je veux rester ici. Et donc là, j'ai su que on ne rentrerait pas pour sûr et tant mieux. Mais en même temps, ça me faisait du mal de devoir faire partie de ces familles décomposées, on va dire. Et il fallait aussi affronter mon mari, au moins par Skype. Et là, quelqu'un de la famille qui est décédé maintenant, je citerai son nom, Pierre, que j'en remercie profondément, est venu chez mes parents où on habitait, et un jour, il me dit « Tiens, j'ai écrit ça pour toi, lis-le. Quand tu vas parler à ton mari, lis ça. » C'est écrit en français, bien sûr, j'avais juste à le traduire, j'étais traductrice, c'était pas un problème pour moi, j'ai lu, c'était parfait ce qu'il m'avait écrit. Mais il fallait affronter quand même mon mari, et j'avais peur. Et donc j'ai demandé à mon père de rester à côté de moi, sans être visible, pendant que je parlais sur Skype à mon mari. Et ma mère, elle, s'occupait de mon fils de manière à ce qu'il n'entende pas la conversation. Et j'ai donc lu, en fait, sans que ça se voie, j'avais mis le papier devant l'ordinateur, ce qu'avait écrit Pierre à mon mari, et c'était génial ce qu'il avait écrit. C'était exactement ce qu'il fallait dire, que j'étais incapable de dire à ce moment-là. Et évidemment, il s'est mis dans une colère épouvantable, et j'ai eu très peur. Et j'ai raccroché, et avant de raccrocher, il m'a dit « Oui, pendant que vous êtes là-bas, j'ai fait repeindre la cuisine, j'ai changé les meubles, tout ça avec mon argent, bien sûr. » Et des accusations, en fait, des accusations terribles. Tout était retourné contre moi tout le temps. Et là, on voyait vraiment son vrai visage. C'est vraiment un monstre. Ignoble. Il a fallu que je reparle plusieurs fois après ça. La première chose pour moi, c'était que mon fils puisse s'habituer à une vie relativement normale. Il y a plusieurs normes, mais je veux dire saine par normale. Et donc, bien sûr, il a été rescolarisé. Il avait toujours du mal à se faire des amis puisqu'il n'avait pas le droit d'en avoir dans le pays de mon mari. Et ça a été très long pour lui et difficile. Mais il a réussi. Il a réussi à se sortir de tout cela. Et il est devenu vraiment quelqu'un de très bien et je suis extrêmement, extrêmement fière de lui. J'ai eu beaucoup de mal à me réhabituer à un semblant de liberté. Je n'arrivais pas à sortir de la maison. Et un jour, je me suis dit, allez, tu peux. Et j'ai mis un pied sur la terrasse. Et j'ai mis un autre pied sur la terrasse. Et là, j'ai regardé autour de moi. Il y avait une grande maison à côté, mais il n'y avait personne qui me regardait. Et là, j'ai compris que j'étais libre.